Bonjour, je suis Marie Drucker. Vous écoutez Au bout de l'enquête, le podcast. Ce sont les récents progrès de la police scientifique qui ont permis de dénouer l'énigme criminelle que nous allons vous raconter aujourd'hui. Le 12 avril 2003, au Grand Bornand, en Haute-Savoie, une famille entière disparaît de son chalet. Xavier Flactif et Graziella Ortolano sont promoteurs immobiliers, un couple envié dans cette commune de montagne. Au fil de leur enquête, les gendarmes vont découvrir qu'ils ont été victimes d'un terrible complot nourri par la jalousie et la rancœur. Vous écoutez l'affaire Flactif, première partie. Le Grand Bornand, c'est un village extrêmement touristique, été hiver. C'est comme toute station et village montagnard, hein. Les gens sont implantés là et ne dévoilent pas forcément tout ce qu'ils ont à dire. Dans ces hautes vallées alpines, c'est un petit peu comme en Corse. On ne s'intègre pas, on ne s'intègre jamais. Moi, je vivais la plupart du temps chez mon père, ici dans le Pas-de-Calais. Mario, fils de Graziella Ortolano. Et j'allais toutes les vacances scolaires au Grand Bornand pour passer du temps avec ma mère, mon beau-père, et surtout avec mes frères et sœurs, en fait. Le samedi 12 avril 2003, il est à peu près 10h du matin. Le fils de Graziella, qui est le fils d'un premier mariage, qui habite dans le Pas-de-Calais. Thierry Dupin, ancien directeur d'enquête. Il arrive à l'aéroport de Lyon et en fait, sa mère a commandé un taxi la veille pour l'acheminer entre Lyon et le Grand Bornand. Et lorsqu'il arrive à 10h au chalet, il s'aperçoit que le chalet est vide. Le 4x4 de Xavier Flactif n'est pas devant ce chalet, alors que sa mère, précisément, se faisait une joie de le recevoir. Sur le coup, je me suis pas inquiété. Je me suis dit, peut-être qu'elle a eu un contretemps avec un rendez-vous, elle est partie amener les enfants quelque part. Donc moi, j'ai fait ma petite vie. Je suis remonté dans le village pour aller voir des amis que je connaissais là-bas. Et j'ai attendu toute la journée. C'est pas du tout le genre de Xavier, mais surtout de Graziella. Jerry Houmet, avocat de la famille Flactif. Qui est une maman très protectrice et aussi très protectrice de Mario, son fils. Donc on comprend pas comment elle a pu le laisser sans aucune nouvelle. Arrivé au soir, comme on n'avait toujours pas de nouvelles, j'ai des amis de ma mère qui m'ont accueilli pour la nuit. Donc c'est le lendemain matin que moi je suis retourné au chalet avec eux. On est arrivé dans le chalet, j'ai fait le tour. On n'a rien vu de particulier en fait. Tout était comme d'habitude, sauf que c'était beaucoup plus rangé que les dernières fois où j'étais allé. De là, ma grand-mère a décidé d'appeler la gendarmerie pour signaler le fait qu'il y avait personne chez ma mère et qu'on n'avait pas de nouvelles. La première hypothèse regarde d'abord de l'absence du véhicule 4x4 de Xavier Flactif, c'est de se dire qu'il y a malheureusement eu un accident routier. Xavier roulait très vite. Il aimait bien faire un peu le fou en voiture dans les routes de montagne, donc je me suis dit, il a loupé son coup, il est tombé dans un ravin. Donc c'est la première chose qui m'est venue en tête. Les gens d'ici connaissent les routes dangereuses, les gendarmes aussi. Thierry Boinet, journaliste indépendant. Donc des recherches sont menées le long des routes de montagne du massif des Aravis. Des recherches sont également menées entre Grenoble et le Grand Bornand. Donc ce sont toutes les routes du secteur qui sont parcourues par les gendarmes. Un hélicoptère aussi est engagé pour survoler les ravins, pour survoler les espaces où on aurait pu observer une sortie de route. En vain. À aucun moment le véhicule ne sera retrouvé.
Au bout de quelques jours, on commence vraiment à se poser pas mal de questions, sans réussir à s'imaginer un scénario particulier, parce que c'est vraiment quelque chose auquel on n'est pas préparé, en fait, surtout à 14 ans. Donc moi, je me souviens que j'essayais d'appeler régulièrement quand même le téléphone de ma mère et je tombais tout de suite sur le répondeur. L'ambiance était assez mystérieuse dans le sens où on n'avait aucun élément concernant cette disparition. La famille Flactif, c'est une famille originaire du Pas-de-Calais, 3 enfants, ils sont implantés sur le Chinaillon. Sarah, pour la plus grande, Laetitia et Grégory. C'était des piles électriques quand j'arrivais là-bas. Mario, fils de Graziella Ortolano. Je sais qu'ils m'attendaient tout le temps à Treux, notamment Grégory qui m'étranglait à chaque fois que j'arrivais. Après, c'était surtout des bons moments où on partageait l'hiver du ski, l'été on allait faire des balades, des activités du type tir à l'arc, tout ça. Graziella, elle était connue sur son village, où elle faisait le caté pour les enfants. Sandra, sœur de Graziella Ortolano. Elle allait au club de dessin avec tous les enfants. Je pense qu'elle s'était adaptée. C'était une belle petite vie en montagne. Xavier Flactif, c'est un self-made man, c'est un promoteur immobilier qui a construit et vendu 13 chalets, 24 appartements. En 2-3 ans, il avait fait dans l'immobilier plus que ce que certains agents immobiliers avaient fait ici dans toute leur carrière. C'est une famille qui suscite jalousie, qui suscite admiration pour d'autres parce qu'il réussit. Dès le départ, on vient sonder toute la vallée, tous les gens possibles, pour leur demander ce qu'ils pensent de Xavier Flactif. Et surtout, on vient dire tout le mal que l'on pense de Xavier Flactif et de ses opérations immobilières. Xavier Flactif était trop démonstratif au goût des gens, il montrait trop sa fortune, trop son train de vie. En plus, il est arrivé ici un petit peu, il était tombé ici un petit peu comme un météorite en or. Patrick Alain Bertoni, ancien journaliste Le Faucigny. Donc les gens se méfiaient, on se demandait d'où provenait tout cet argent qui faisait que le prix du mètre carré avait considérablement augmenté, encore plus qu'à l'ordinaire. En France, c'est une famille entière qui a disparu en Haute-Savoie, au Grand Bornand précisément. 2 adultes et 3 enfants n'ont donné aucune nouvelle depuis samedi dernier. Un voisin du promoteur connaît bien les lieux. Je ne sais pas si vous imaginez la surface du chalet déjà, et puis par rapport à la hauteur déjà. Le garage, vous y mettez un pont à 2 colonnes, vous levez la voiture jusqu'au plafond, elle touche pas. Toute la longueur là, c'est toute la salle séjour là. C'est-à-dire, je sais plus comment c'est fait, frigo américain, grande gazinière, grande table, une table au moins de 20 personnes, de Louis, je sais pas quoi. Là-bas, c'est des fauteuils en cuir, je sais pas combien, grand télé, grand écran. Personne ne l'aime vraiment ici au Grand Bornand. Enfin, dans les vieilles familles du Grand Bornand qui sont implantées dans le secteur de l'immobilier, c'est plutôt quelqu'un qu'on déteste plutôt que quelqu'un avec qui on festoie. En plus, c'était un noir, un métis. On le surnommait le Black, le gros Black. Donc il n'était vraiment pas aimé du tout par les gens du Grand Bornand, les vrais habitants du Grand Bornand. Quelques jours après, on a été justement interrogés par les gendarmes. Ils essayaient surtout de comprendre un petit peu ce qui se passait à ce moment-là, pourquoi on n'avait pas de nouvelles. Les premières investigations, c'est-à-dire par les auditions des membres de la famille et des personnes qui entouraient le couple Flactif-Ortolano, témoignent en fait de difficultés relationnelles avec l'activité professionnelle de Xavier Flactif. Un certain nombre d'artisans avaient beaucoup de difficultés pour être payés dans la construction des promotions immobilières. Et à contrario, les travaux n'étant pas faits, les clients ayant, eux, payé, n'accédaient pas à la propriété du bien immobilier. Il a construit sur la propriété sans rien demander. Il a arnaqué tout le monde, là, sur toutes les constructions. Il y avait toujours des problèmes avec tout un tas de monde. C'était vraiment...
Moi, j'ai du style qui finissait pas les trucs, qui payait pas ses ouvriers, que les gens ils se plaignaient, il avait besoin d'argent. À mon avis, il s'est tiré. Ah, c'est un coup monté de toute façon. Hein. On vous sent amer, hein? Ah ben c'est une ordure, moi je... c'est dommage qu'il n'ait pas été descendu. On dit de lui que c'est un mauvais payeur, qu'il est acculé par les dettes. On dit de lui que c'est un escroc. On dit de lui qu'il a eu déjà beaucoup de soucis par le passé. C'est une famille qui exerçait déjà dans le Pas-de-Calais la fonction de promoteur immobilier. Xavier, Flactif, était frappé d'une interdiction de gérer. C'était donc Graziella Ortolano, son épouse, qui était la gérante de fait. Les services de l'urbanisme ont fait une étude sur lui suite à l'enquête. On découvre qu'il a un patrimoine immobilier à peu près de 6 à 7 millions d'euros et qu'il a, on va être clair, 3 millions de dettes. Il avait une très très grosse ardoise, à la fois à la banque et à la fois auprès du fisc. Par ailleurs, son projet immobilier sur la commune voisine de Manigot, au lieu dit Col de la Croix-Frie, était en train de capoter. On a imaginé qu'il ait pu s'enfuir compte tenu des créanciers qu'il avait à ses trousses, qu'il ait été pris dans une spirale dont il avait atteint le fond et que seule la fuite était une planche de salut pour lui. Par ailleurs, ce qui a accrédité la thèse de la fuite, c'est qu'on a retrouvé le véhicule sur un parking voisin de l'aéroport international de Genève-Cointrin. Donc c'est vrai que l'hypothèse d'une fuite de la famille est envisagée pour fuir justement toutes ces contraintes financières en France. On se dit, ils ont bien eu raison de partir, et tant mieux. Et s'ils se cachent, c'est parce qu'ils ont peur, et parce que c'est pas le moment qu'ils réapparaissent. Nous, de l'autre côté, on pensait pas du tout à une fuite. C'est certain qu'elle aurait jamais laissé Mario. Sandra, sœur de Graziella Ortolano. Soit elle aurait jamais fait venir, s'il y avait vraiment quelque chose, et s'il y avait quelque chose, elle aurait pas laissé Mario seul au Grand Bornand, ça c'est sûr. Beaucoup de gens de la région qui ont pas mal dit de conneries, pour utiliser le bon mot. Je comprends juste pas l'intérêt des gens à raconter des bobards sur une famille en plus qui a disparu et qu'on est en train de rechercher. On parlait plus des affaires de Xavier, les gens qui se plaignaient. Moi, je pensais pas à ça, je pensais où ils étaient. Je voulais savoir où ils étaient. Non, j'étais choquée de l'attitude. Ça a encore en plus fait blesser ma mère encore plus, quoi. Malgré les témoignages des habitants, l'hypothèse de la fuite ne convainc pas les enquêteurs. Ils décident de passer le chalet au peigne fin et pour cela font appel à leurs collègues de l'IRCGN. Les experts de la gendarmerie nationale débarquent en Haute-Savoie. Quand ils reviennent dans le chalet quelques jours plus tard, pour la deuxième fois ou la troisième fois, donc lorsque le chalet est placé sous scellé, l'un des gendarmes qui était là lors de la première visite au chalet remarque que certaines choses ont disparu entre sa première visite et cette inspection avec la brigade des recherches. Il constate que des ordinateurs ont disparu, des cassettes vidéo ont disparu, quelque chose a bougé dans le chalet. Ce qui accentue encore les présomptions de crime à ce moment-là. L'IRCGN arrive, passe des jours et des jours enfermés dans le chalet, à faire des prélèvements, à révéler des traces. Les enquêteurs passent le chalet vraiment à la brosse à dents, c'est le cas de le dire, puisqu'ils vont jusque dans les rayures du parquet pour récupérer des gouttes de sang, récupérer des traces d'ADN. À partir du moment où les techniciens, d'abord de la brigade des recherches, avaient constaté à l'intérieur du chalet qu'il y avait des taches brunâtres et des traces qui évoquaient le sang. Philippe Drouet, ancien procureur d'Annecy. Eh bien, on abandonnait l'hypothèse d'une fuite
même si on ne savait pas ce qui s'était passé. Avec l'usage du Blue Star, est observé un certain nombre de traces sanguines qui ont été effacées et qui ne laissent aucun doute sur le caractère criminel de la situation. Les gendarmes en sont convaincus, les flactifs sont morts. Parce qu'ils ont retrouvé, en plusieurs endroits, des taches de sang des 5 membres de la famille Flactif et des éclaboussures qui prouvent que ce n'est pas du sang accidentel d'une coupure ou de quelqu'un qui saignerait du nez. Pour la gendarmerie, il y a des jeunes scènes de crime. Et c'est là que toute l'affaire s'enclenche. Et c'est là que, j'allais dire, on apprend que donc Mario, s'il était arrivé une journée plus tôt, il serait plus là aujourd'hui. Quand je l'ai appris, clairement, tout de suite, j'ai craqué. Mario, fils de Graziella Ortolano. Pendant plusieurs heures. Et après, j'ai décidé de me refermer et d'avancer, entre guillemets, sans m'écrouler, en fait. Les enquêteurs vont donc désormais travailler sur une piste criminelle et espèrent trouver sur le lieu du crime des indices qui mèneraient à l'assassin. Les analyses ADN ont révélé non seulement les ADN des enfants de la famille et des parents, mais aussi un ADN numéro 3 qui a été relevé à 22 reprises, dont 16 fois mélangé à du sang. Sans aucun doute, on a affaire à l'auteur des meurtres qu'il convient d'identifier. On n'a pas les corps et on n'a pas de mobile pour l'instant. Des suspects, il y en a. Beaucoup trop. Il y a énormément de suspects. Il y a une très très forte pression qui est mise sur les habitants et les prestataires de services qui travaillaient avec Xavier Flactif et qui se plaignaient de Xavier Flactif. Je les voyais parfois se disputer avec des gens au téléphone ou ce genre de choses. Mario, fils de Graziella Ortolano. Mais rien qui puisse laisser penser qu'il allait se passer un truc grave ou qu'il s'était passé un truc grave. L'ambiance était tendue parce que les gens imaginaient mal que l'un des leurs puisse avoir commis un assassinat collectif. Et la suspicion régnait un petit peu. Donc à ce moment-là, on a découvert des ADN, il faut les comparer. On sait que c'est un ADN masculin, donc par rapport à tous les hommes qui ont été auditionnés en qualité de témoins dans ce dossier, à peu près 150, vont faire l'objet de prélèvements ADN. Fin juin 2003, jusqu'au mois de septembre, tout le village a été passé à l'ADN, excusez-moi de l'expression, mais on a demandé à tout le monde de donner son ADN. À ce moment-là, tout le monde sent que c'est une affaire exceptionnelle. Tous se prêtent à la convocation par la gendarmerie pour extraire des données. Certains ennemis de Xavier Flactif sont venus à la gendarmerie pour se dénoncer de faits qu'ils avaient pu commettre contre Xavier Flactif. L'un d'entre eux, par exemple, est venu spontanément dire aux gendarmes que oui, c'est lui qui, une fois, avait arrosé le véhicule de Xavier Flactif devant le chalet d'essence. Oui, c'est lui qui avait en partie scié la balustrade du chalet de Xavier Flactif, pour qu'à la moindre pression, il s'écroule. C'est extrêmement rare que des gens viennent se dénoncer sur des faits qui peuvent véritablement les incriminer, mais la pression, je me répète, était tellement forte que c'était leur seule manière de se dédouaner. Cet ADN s'est révélé être celui d'un voisin tout proche, David Otiat. David Otiat, le voisin de la famille, celui qui, au début de l'affaire, répondait volontiers aux questions des journalistes. Là-bas, c'est des fauteuils en cuir, je sais pas combien. Grand et dizaine de chalets,
David Otia vient du Nord. C'est ce qu'on appelle peut-être un ch'ti. Il est mécanicien. Il vit en concubinage avec une jeune femme avec laquelle il a 2 enfants. Il a plusieurs boulots dans le Nord, mais la situation n'est pas facile. Il a des rêves de fric, de matériel, d'intégration par la consommation. C'est quelqu'un qui, nettement, a un certain égoïsme, moi d'abord. Pierre Lamotte, expert psychiatre. Et puis, tout ce qui m'arrive, ça m'est dû. Et puis, ce qui arrive aux autres, ça me devrait m'être dû à moi un peu aussi. Il voit la Savoie comme une opportunité, c'est-à-dire un pays où il sera mieux que dans le Nord, et où il travaillera plus facilement et où finalement sa vie familiale s'en trouvera améliorée. Mais c'était un peu surdimensionné, comme beaucoup de choses chez lui. À savoir que quand on est mécanicien, c'était son travail, eh bien, on n'a peut-être pas les moyens de s'offrir un chalet au Grand Bornand. Et pourtant, c'était leur intention de s'y installer. Alors, ils se sont mis en relation avec Xavier Flactif et Graziella Ortolano pour leur louer un chalet. Flactif exige de David Otia et de son épouse qu'ils libèrent les lieux qu'ils occupent pendant les vacances scolaires, c'est-à-dire pendant les périodes où les appartements se louent plus cher. Et ça finit par mal se passer parce que David Otia a l'impression d'être maltraité et même d'être un peu humilié. Une fois, il y a eu un déménagement qui a été fait la veille ou le matin de Noël. M. Flactif est arrivé chez eux et il leur a dit qu'il fallait libérer les lieux. Didier Lec, avocat de David Otia. Donc, David Otia avait, non sans raison, le sentiment qu'il comptait peu, que M. Flactif se jouait de lui. Il nous a mis à droite à gauche pendant un an et demi, enfin 1 an, quoi. Donc on a fait une dizaine de chalets. Et cette espèce de fantasme s'est mu ailleurs parce qu'on veut pas regarder les clauses de l'échec, qu'on veut pas analyser ce qui s'est passé et voir comment exploiter ce qui reste, quel est l'effort qui attend et qui est nécessaire pour progresser. Il part avec l'idée d'un ailleurs merveilleux et ils finissent par penser que tout leur malheur de non-réussite de cette installation fantasmée est lié à Flactif, qui n'a pas joué le jeu. On peut dire que il y avait une aversion de David Otia, d'Alexandra Lefebvre pour le couple, Xavier Flactif et Graziella Ortolano, par rapport au fait qu'ils représentaient en fait tout ce qu'ils voulaient avoir et qu'ils n'avaient pas. D'autant plus que très peu de temps après leur arrivée, Alexandra Lefebvre a été employée pour faire les ménages chez les Flactif. Et ça s'est pas très bien passé. Moi, j'ai travaillé pour eux. Enfin, je suis pas restée longtemps, je suis restée 1 semaine. Il y avait toujours des problèmes avec tout un tas de monde. C'était vraiment... Il est autoritaire, il est malhonnête. On a la confrontation de 2 trajectoires. La réussite et la jalousie qui est provoquée chez David Otia par cette insolente réussite. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Lucie Lemétet. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.